tout cas, on espère toujours que la croissance viendra d'Amérique. Et pourtant, on se méfie des États-Unis. Les négociations sur le traité de libre-échange transatlantique s'éternisent. Et même s'il s'agit de créer un vaste marché de 800 millions de consommateurs qui pèserait 40% du PIB mondial, 40% de la richesse mondiale. Chacun défend bec et ongle ses prérogatives et ses intérêts. Vu de France et en vrac, on craint le débarquement du veau aux hormones, du poulet au chlore, de General Electric et des milliards d'amendes réclamées, vous le savez, ces derniers jours à la BNP. Reportage de Barbara Steck et David Lemarchand. Depuis bientôt un an, le traité de libre-échange transatlantique est négocié dans le plus grand secret par les Américains et les Européens. L'objectif, simplifier les échanges économiques entre les États-Unis et l'Union européenne, qui représentent à eux deux 40% du PIB mondial. L'accord devrait aboutir à un grand marché commun de plus de 800 millions de consommateurs. Agriculture, énergie, industrie, nombreux sont les secteurs qui seront concernés par un changement de réglementation. Mais les négociateurs se veulent rassurants. Nous sommes engagés à assurer que ces négociations n'ont pas pour but de baisser ou de compromettre les standards de protection des consommateurs, de la vie privée, de la santé publique ou de toute autre protection légitime. C'est un but important de ces négociations de protéger les droits des gouvernements à ériger des lois pour protéger l'intérêt public. Nous n'allons jamais négocier et abandonner sur ce point. Mais les inquiétudes sont grandes et l'opacité des négociations engendre certains fantasmes, comme celui de voir débarquer des États-Unis des poulets lavés au chlore ou du bœuf aux hormones. Pour ce commissaire européen qui traite avec Washington, ce sont des mensonges. Quand un commissaire européen qui a la compétence pour cette négociation dit très clairement devant le Parlement européen qu'il n'y aura pas d'importation de bœuf aux hormones, il faut le faire confiance. De part et d'autre de l'Atlantique, chacun essaie d'imposer ses prérogatives. Cependant, pour cette spécialiste des relations transatlantiques, l'enjeu pour les deux parties est crucial. Aussi bien l'Union européenne que les Américains partagent la même inquiétude par rapport à une Asie qui émerge ou réémerge en ce qui concerne la Chine. Et donc là, il s'agit de profiter encore de leur position, tous les deux, de leaders du commerce international, pour harmoniser leurs réglementations, leurs normes de manière la plus harmonieuse possible, et ensuite d'inciter ces puissances à rejoindre et à adhérer à ces normes. Mais voilà qu'en pleine tractation de libre-échange, une affaire met en lumière les différences de chacun. BNP Paribas est dans le viseur des États-Unis. La justice américaine pourrait infliger une amende de 10 milliards de dollars à la banque française. En cause, des transactions effectuées en dollars entre 2002 et 2009 par la BNP, avec 3 pays placés sous embargo par les États-Unis: Cuba, le Soudan et l'Iran. Une sanction inacceptable pour la France. Nous sommes en train de discuter, l'Europe, avec les États-Unis, pour un partenariat transatlantique. Ce partenariat commercial ne peut être établi que sur une base de réciprocité. Or là, vous auriez l'exemple d'une décision injuste et unilatérale. En période de crise, libérer les échanges commerciaux n'est donc pas si simple. La méfiance l'emporte encore dans les relations transatlantiques. L'affaire Alstom en est une illustration. Depuis l'annonce du rachat du fleuron de l'industrie française par l'américain General Electric, la France repousse la signature et va jusqu'à édicter un décret pour protéger son entreprise et éventuellement bloquer l'achat. Mais quand un journaliste américain demande à Arnaud Montebourg s'il ne serait pas trop protectionniste, la réponse fuse. My inspiration from a very famous president of the United States. The first is Franklin Roosevelt, a tremendous president. Also Barack Obama, who said during the electoral campaign, he said, let's bring our jobs back home. This is exactly what I'm doing, pushing the Made in France. Le jour J du débarquement économique de l'Amérique en Europe n'est pas encore pour demain.
Si on le laisse faire, on va gagner le Super Bowl, hein, vous avez remarqué. Alors, avant qu'on rentre dans le dossier transatlantique qui, sous cet intitulé épouvantable, est quelque chose à la fois de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enthousiasmant, et qui en même temps suscite des grandes angoisses chez un certain nombre d'acteurs politiques et sociaux français. Si j'ai bien compris, il ne faut pas faire de commerce en dollars avec des ennemis des États-Unis, c'est bien ça? Il faut respecter les règles. Surtout quand il s'appelle l'Iran. Alors, on n'a pas respecté les règles? Oui. Pardonnez-moi, on a vraiment été très con, je suis désolé de le dire aussi brutalement. Il le savait. Alors, qui le savait? L'Iran, le Soudan? Oui, le Soudan, je suis d'accord. L'Iran, sans doute. Ils ont fait beaucoup d'argent, d'après ce que les personnes qui s'occupent de ça à Challenge, ils ont fait beaucoup d'argent. Et ils le savaient. Alors, jusqu'où ils le savaient? C'était des traders sur les marchés du pétrole en Suisse, qui se sont fait beaucoup d'argent. Bon. Il n'y a pas eu suffisamment de supervising de leurs activités. On les a laissés faire. Hein. C'est un peu comme... Ce sont les mini-Kerviel de Paris. C'est des mini-Kerviel dans un autre domaine. Bon. Alors, qui est responsable, jusqu'où, etc. Alors, soit l'erreur de BNP, c'est qu'ils ont traîné. Les premiers qui ont les premières amendes, généralement, sont moins punis que les derniers qui lambinent un peu. Bon, il se trouve que l'Amérique va être en campagne de mi-terme, les juges sont élus là-bas, il y a un ministre de la Justice qui veut montrer que les banques payent, les banques américaines ont déjà payé quelques dizaines de millions de dollars, de milliards de dollars. 100 milliards. Voilà, 100 milliards, bon, j'avais un peu moins, avec l'affaire des subprimes, des banques anglaises ont payé, voilà, c'est notre tour sur un autre sujet, il y en a c'est sur le blanchiment, là. Alors après on va revenir, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aller au procès. C'est un truc de bluff parce que les Américains, la justice américaine, elle ne veut pas tellement un procès parce que si elle a un procès, il faut qu'elle fasse des tas d'enquêtes. Ça va lui coûter très cher aussi et ça va durer très longtemps. Et la BNP n'a pas aussi très envie de traîner cette affaire pendant des années. Alors ça dépend. Il faut qu'ils arrivent à une chose qui est une punition, mais qui n'est pas ce qu'on appelle là-bas une punition létale, c'est-à-dire une peine de mort. Mortelle. Voilà, mortelle qui peut. Bon, et c'est vrai qu'il y a des intérêts dans tous les sens, parce que c'est vrai que si par exemple on donne une amende trop forte, la BNP n'aura plus suffisamment de réserves pour pouvoir prêter suffisamment d'argent. Est-ce qu'on est sûr que ça n'est pas, je dirais, un exemple et qu'on veut punir une banque française pour montrer qu'on l'a fait, que ça relève pas un petit peu de l'extorsion de fonds? Est-ce qu'il y a du chantage? Arrêtons un peu de dire toujours que c'est... Les choses ne sont pas si unilatérales. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Il se trouve qu'en l'occurrence, il s'agit d'une loi américaine que nous n'avons pas votée et pas ratifiée. Les Américains ont mis en place un dispositif... Et pas respecté parce que c'est la loi américaine. Les Américains ont mis en place un dispositif extraordinairement sophistiqué pour punir les gens qui contourneraient l'embargo contre Cuba. Je rappelle tout de même qu'entre 1992 et 2013, il y a eu pas moins de 15 résolutions votées à une écrasante majorité par l'Assemblée générale des Nations Unies contre l'embargo sur Cuba. Que les Américains et leurs satellites sont les seuls aujourd'hui à continuer à défendre. Il y a des lois, la loi Torricelli, la loi Helms-Burton, etc., qui sont quand même un tout petit peu exorbitantes du droit, puisqu'elles considèrent en gros que la législation américaine s'applique au monde entier. Tu le sais pas, mais toi, tu es soumise à la loi américaine. Donc la BNP a peut-être fauté, elle s'est peut-être mise en difficulté, mais on voit bien que dans cette affaire, tout de même, les Américains brandissent le gourdin, cette histoire de 10 milliards de dollars, il y a peu de chances que ça se termine comme ça, donc ils brandissent la menace maximum, probablement ça va arriver à une négociation plus raisonnable, mais on ne peut pas non plus estimer que dès l'instant que l'Amérique a dit je vous interdis de faire du commerce avec Cuba, tous les Français doivent se mettre au garde à vous. Non, c'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est la raison du plus fort, mais l'Amérique interdit de faire du commerce avec Cuba en dollars. Si vous aviez commercé avec Cuba en euros, il n'y aurait eu aucun problème. C'est vrai. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une transaction en dollars, il y a une chambre de compensation aux États-Unis qui valide cette transaction en dollars. Donc, comme 75% du commerce international se fait en dollars, il est évident que les Américains regardent tout ce qui se fait en dollars. Et c'est vrai que la loi américaine, vous avez tout à fait raison de dire, c'est la loi Helms-Burton, la loi D'Amato, qui interdit tout commerce d'une multinationale avec ces pays qui sont des pays du mal. Hein, à ce moment-là,
la BNP savait pertinemment qu'en faisant des transactions en dollars avec ces pays-là, elle allait se faire repérer et se faire punir. Il faut absolument qu'on passe au traité transatlantique, mais une dernière question, je lui demande une réponse rapide à Philippe de Sertine. Il y a plein de téléspectateurs qui ont un compte chez BNP Paribas, non, mais je suis désolé, c'est normal, ils se demandent s'ils vont devoir payer les 10 milliards. Non, voilà. Il y a 7 milliards d'euros de profit, combien 8 milliards d'euros de bénéfices nets. Moins, 4,5, 4,8 l'année dernière. Non, bien sûr, il n'y a aucun risque sur la banque. Aucun risque. Aucun risque sur la banque. Aucun risque d'abord, parce qu'elle a les reins suffisamment solides pour prendre cette perte, et deux, parce que c'est une banque dite systémique au niveau européen. C'est-à-dire qu'elle sera sauvée quoi qu'il arrive. Donc on va dire c'est le deuxième argument. Mais je crois quand même qu'il faut avoir conscience, là, on est dans une amende gigantesque. Vraiment gigantesque. Et pour dire, même la BNP avait provisionné dans ses comptes 1,1 milliard d'euros, ce qui semblait vraiment colossal. Donc ça veut dire qu'elle avait prévu qu'elle aurait probablement une amende de ce type. On est grosso modo 10 fois plus. Non, pas puisque c'est en euros. Donc c'est fait à peu près 7 fois plus. 7 fois plus. Mais c'est énorme. Et donc ça veut dire que évidemment les déposants n'ont pas à avoir peur. Il n'y a aucun risque que la banque fasse faillite. Mais en revanche, quand même, si on a une amende de ce type, la banque va en avoir des conséquences. Ça peut rentrer dans nos négos transatlantiques, ça ou pas? Ah ben bien sûr. Enfin, évidemment. Mais là, je crois que la question monétaire et cette question du dollar, parce que bon, sur honnêtement l'affaire BNP, comme d'ailleurs sur le traité, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a énormément de choses secrètes. Alors vous me direz, c'est évidemment la meilleure usine à fantasmes possible, c'est qu'on ne sache pas. Et je vous donne la question, vous êtes en train d'y répondre. Pourquoi ne sommes-nous pas informés sur le contenu du traité transatlantique? Donc vous dites qu'on est sous-informé, mais c'est nous qui ne faisons pas notre travail, ou c'est opaque? Non, rassurez-vous, personne n'est au courant. On vient d'entendre un commissaire européen au commerce qui vient nous dire on ne vous cachera rien et faites-nous confiance, on négocie pour nos intérêts. Il n'a pas dit ça tout à fait d'ailleurs, il n'a pas dit qu'on cachera rien, il a dit qu'il faut nous faire confiance, effectivement, ce qui se passera, ce sera conforme à la législation. Non, je crois que là, d'abord, le traité transatlantique, il est venu au devant de l'actualité avec les élections européennes. Ça a été un sujet dont on s'est emparé, il faut être très clair. Exploité par le Front de gauche. Voilà, on est très très loin d'avoir signé quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est sur des affaires qui peuvent durer des années de négociations. Donc là, vous voyez, ça ne va pas nous tomber dessus du jour au lendemain. On négocie quoi? Parce que quand on dit on négocie finalement la possibilité d'un marché de 800 millions de consommateurs, moi je suis désolé. Alors on est dit c'est formidable, allons-y. Vous voyez, en étant très très clair, on négocie trois choses. On négocie d'abord la disparition des droits de douane entre les États-Unis et l'Europe, ce qui n'est pas très très sensible. C'est pas très important parce qu'on n'a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on est avec quelque chose qui est extrêmement faible. On a une deuxième, par quelques produits. Après, on a une négociation très très importante qui est la négociation sur les normes. Et c'est là où effectivement vous avez tous les fantasmes ou tous les problèmes, notamment sur l'agriculture, sur la chimie, sur la finance, que d'ailleurs les Américains veulent extraire du traité. Vous voyez là, on a un certain nombre de problèmes parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes normes. Et on a le troisième point au sein du traité, qui est quelque chose aussi pas négligeable, c'est l'idée d'une sorte de cour internationale qui serait une possibilité pour les entreprises d'un recours contre les États. C'est-à-dire en disant, lorsque un État va être contre la norme, eh bien à ce moment-là, on peut le sanctionner. Donc ce sont les trois points de négociation, mais qui sont extrêmement complexes. Les recours arbitral, c'est très important. Exactement, c'est une cour arbitrale. Ça ne se fait pas par les tribunaux habituels. Bon, alors, c'est problématique? C'est très problématique, parce que, il a très bien dit, il n'y a plus de droits de douane. La question, c'est les normes. C'est-à-dire, et quelles sont les normes? C'est des normes sanitaires, des normes sécuritaires, des normes environnementales ou des normes sociales. C'est-à-dire qu'on peut, là-dessus, négocier là-dessus. Et qui négocie? Qui négocie? Ça, c'est intéressant aussi. C'est la Commission qui négocie, c'est vrai. C'est un mandat que Hollande a donné en octobre 2012. Il a dit, vous pouvez négocier. Et il a dit, faites vite, parce que les Français, ça va leur faire peur. Il a dit ça textuellement chez Obama. Si je m'en souviens bien. Qui négocie? Ce sont 600 à peu près, 6 à 700 avocats d'affaires de chaque côté, du côté américain et du côté Commission européenne, qui sont des représentants des multinationales. Voilà, c'est ça la négociation. Et négocier. Vous voulez dire qu'il y a 800 avocats afféodés aux multinationales? Alors, comme l'a très bien dit de Sertine, c'est-à-dire que par exemple, vous avez la Deutsche Bank qui ne veut pas entendre parler de la loi Dodd-Frank, parce qu'elle aimerait bien la loi américaine qui limite un petit peu la spéculation sur les marchés financiers. Ça lui plaît pas du tout. Donc vous avez des banques françaises qui n'aiment pas ça du tout, qui voudraient aussi rentrer sur les services publics américains, etc. Est-ce qu'on exportera plus si on arrive à aboutir dans ce traité atlantique? On parle de l'économie française. L'émission s'appelle Économie Horizon Brouillé. Est-ce que l'horizon se dégage un peu si on Est-ce que je peux ajouter juste quelque chose qu'a fait remarquer mon voisin qui est tellement important, tellement important. Il y a l'OMC. Pourquoi, Organisation mondiale du commerce. Pourquoi ce ne serait pas l'OMC qui tranche les litiges? Bon, ça va être des tribunaux
arbitraux, c'est-à-dire qu'il y aura un juge choisi par la municipalité ou par l'État qui est en cause, un juge choisi par la multinationale et un juge choisi par les deux. Et pour aller plus vite, et effectivement dans ce cas-là, on se rend compte que dans 65% des cas, c'est toujours la collectivité publique qui perd. Parce que ça lui coûte cher, parce qu'elle n'a pas les moyens, etc. Est-ce que ça peut nous permettre de mieux exporter ou est-ce que c'est nous qui allons nous retrouver envahis par des poulets, quels qu'ils soient? Moi j'aimerais bien qu'on leur vende un peu des poulets noués. On va prendre un exemple, vous vous souvenez, tout le monde se souvient de évidemment... la belle région de Centre, Poitou... Moi je me souviens de la tournée américaine de Beauvais avec son Roquefort sous le bras. Oui. C'était au nom des normes américaines que le Roquefort français était interdit aux États-Unis. Attendez, Yves ça fait Calvi, partie des normes. Yves. Chaque pays a sa conception de ce qu'est la sécurité, de ce qu'est l'implication du principe de précaution, de ce que sont les normes environnementales, sociales, etc. La sécurité, c'est pas le fromage. C'est Internet aujourd'hui. Bien sûr. Internet, on vend du Roquefort à New York. Ça dépend des époques. Vous regardez Canal+, vous avez entendu parler des fromages qui puent quand même. Donc le problème, c'est est-ce qu'on veut aller fluidifier le rapport commercial entre les États et l'Europe pour faciliter les échanges. Ça suppose quand même de faire un peu le travail qu'on a fait à l'intérieur de l'Europe, d'harmonisation des normes. On ne peut pas avoir des normes totalement différentes en matière notamment de sécurité, en matière sociale. Aujourd'hui, comme le disait Philippe de Sertine, personne ne sait comment tout ça va finir. Donc personne ne sait si ça vaut le coup, c'est ça ma question. C'est une affaire de plusieurs années. Alors lui me dit ça vaut pas le coup et la dernière qui prend la parole. Si, ça vaut le coup si les négociateurs dans un monde idyllique se mettent d'accord pour choisir les normes les plus protectrices. C'est-à-dire le mieux disant. Après tout, chaque pays a, je disais, a ses conceptions, mais si chaque pays apporte des conceptions profitable à l'ensemble en matière de sécurité alimentaire, en matière d'environnement, etc. Tout le monde aurait gagné et surtout, à partir du moment où l'Europe et les États-Unis qui pèsent 40% du commerce mondial se sont mis d'accord sur ces normes vont faire jurisprudence en réalité à l'échelle mondiale et ça sera une arme très efficace pour lutter contre les sous-productions de basse qualité. Dans une négociation, on avance et on recule, non? Non, mais là, un mot très rapide, s'il vous plaît. Là, ce qu'il vient de dire sur les normes qui allaient s'imposer, c'est extrêmement important. Il y a par exemple aussi le Small Business Act. On n'a pas les entreprises françaises ne peuvent pas vendre aux communes américaines et à l'État américain. Mais le problème, c'est que vous allez sur Internet, on n'a qu'une discussion sur les poulets aux hormones, les trucs financiers, le secret. Vous pouvez lire Internet pendant des heures sur tous les dangers de ce traité. Et il n'y a pas une seule prise de parole claire, intelligente sur qu'est-ce qu'on a y gagné. Qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Les Veolia, les Suez, est-ce qu'on a des parts de marché à gagner? Qu'est-ce qui est intéressant? Mais les ministres n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur des réactions. On a déjeuné il n'y a pas longtemps avec Fleur Pellegrin, elle n'ose pas donner un avis. Pourquoi? Parce que c'est tellement... les Français ont tellement peur. Vous mettez le mot traité. Vous mettez le mot traité. On leur a fait un traité Maastricht, on leur a fait un traité Lisbonne, on n'a pas écouté leur voix. On a eu l'AMI qui est tombé. On leur dit multinationale, on leur dit normes, on leur dit poules aux hormones, on leur dit tout ça. À la fin, comment voulez-vous qu'ils n'aient pas peur? Il faut faire une parole simple et équilibrée pour dire pourquoi on a donné mandat. Moi, je voudrais bien que M. Hollande et ses ministres nous disent voilà les raisons positives pour lesquelles on a donné un mandat. Et maintenant, le commerce extérieur, c'est Fabius. Alors, deux toutes petites remarques. Toutes petites. La première, c'est que si leur mandat n'est pas sur la table, c'est qu'on ne peut pas négocier avec des mandats sur la table. Et la seconde, c'est que pour que le traité TAFTA, qui dans 3 ans ou 5 ans, entre en application, il faudra qu'il soit approuvé à l'unanimité par le Conseil européen et ratifié par les 28 parlements nationaux. On revient en France, car la défiance ne touche pas que les marchés.